Bonjour et bienvenue sur le podcast AI for You. Cette semaine, nous accueillons Jean-Baptiste Braun, Tech Lead Python Data ML en freelance. Ensemble, nous allons discuter d'un des sujets les plus importants de la data quality. Jean-Baptiste est en train d'écrire un livre sur la data quality vu par des techniques de software engineer et je trouve le concept très intéressant. Vous allez voir comment les design patterns peuvent être utilisés afin d'automatiser et d'augmenter la qualité de vos données. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue sur le podcast. Salut Morgan. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Yes, alors Jean-Baptiste Braun, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans ce qu'on va appeler la software engineering et aujourd'hui je travaille dans la data engineering. Donc je me suis quelque sorte reconverti dans la data et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as invité aujourd'hui. Et ce qui peut être ainsi intéressant pour me présenter, c'est que j'ai fait une espèce de parenthèse professionnelle il y a quelques années où je me suis lancé dans la création d'un centre d'escape game. Voilà. Pas forcément de lien avec le monde du software ou de la tech en data, mais par contre, je me suis pris quand même des sacrés baffes au niveau marketing, au niveau business, vision business, et c'est des choses qui me servent beaucoup aujourd'hui, dont je peux me resservir dans justement tout ce que je fais au quotidien dans la fameuse tech and data. Du coup, un côté un peu du coup entrepreneur que tu as pu avoir avec l'Escape Game et aussi que tu peux te resservir aujourd'hui du coup dans ton poste, mais aussi aujourd'hui, t'es encore freelance, non? Donc ça peut te servir aussi de ce côté-là, j'imagine. Oui, donc aujourd'hui, je travaille effectivement en tant que statut de freelance. Et freelance par rapport au CDI, il y avait quand même une composante un peu business autour de ça. Et effectivement, ça aide beaucoup, ouais. Et du coup, est-ce que tu me parlais un peu de ton parcours? Qu'est-ce que du coup tu as pu faire pour arriver à faire à la base du coup du Python, tout ça? Donc oui, c'est vrai que j'ai pas forcément donné plus de détails aujourd'hui. Donc mon langage de prédilection, c'est le Python. C'est avec celui-là que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans maintenant. Donc à la base, la data, c'était pas du tout mon créneau, mais il se trouve que bah, la data utilise ce langage. C'était assez facile de changer. En fait, j'ai pas mal de facilité pour m'insérer dans tout ce qui est data. Dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu faire une école d'ingé, Télécom Lille à l'époque. J'ai pu faire pas mal d'associatifs étudiants qui m'a beaucoup aidé pour mes premiers postes, d'associatifs de clubs techniques. Donc par exemple, j'étais président de la junior entreprise de l'école. Pareil, je gérais le club qui s'occupait des serveurs des élèves, entre guillemets, donc de tout ce qui va être intranet des élèves, enfin des petits projets techniques un peu à droite à gauche que j'ai pu réaliser. Et ça m'a beaucoup aidé pour mes premières expériences qui étaient... j'ai travaillé beaucoup pour des gros comptes qui éditaient des SaaS, Ok. donc des SaaS, Software as a Service. Je ne sais pas si on reprécise Software as a Service. Non, 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 je pense Euh, que pour les gens qui nous écoutent, ça, Ok, ça devrait bah aller. voilà, en gros, j'ai travaillé en tant que software engineer dans des gros trucs de SaaS avec une stack Python en back-end. Et comme on est dans un SaaS, c'est toute une logique d'industrialisation, de CI/CD, etc., etc., quoi. Donc c'était un peu mon background avant aujourd'hui d'être dans une équipe machine learning IA temps réel. Du coup, on s'est Donc, croisés ensemble quand tu étais sur le projet data du coup chez ADO. Et il me semble que c'était ton premier projet data ML, non? premier projet data IA, ouais, effectivement. J'avais eu l'occasion de toucher un peu à la data juste avant, mais ça restait quand même assez nouveau pour moi. Ça reste la data assez nouveau pour moi. Ouais. Et du coup, pourquoi ce domaine t'a intéressé? Pourquoi tu te dis, ah tiens, là, il y a un poste en même temps, je vais pouvoir faire ce que j'avais fait en software engineering, mais là, il y a ce côté un peu data, un peu IA. Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Ouais, alors bah c'est vrai que c'était pas forcément une volonté, enfin c'est un peu une opportunité que j'ai pu avoir de faire un projet data bah, juste avant qu'on se soit croisés. Et j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai vraiment trouvé ça génial. Et c'est vrai que bah, juste après, en fait, les offres data, enfin globalement sur LinkedIn, quand tu as marqué Python sur ton profil, tu reçois des offres de partout. Donc les offres data, je les recevais déjà avant. Mais j'arrêtais pas de les écarter. Je me disais, bah non, en fait, c'est pas trop mon truc. Et j'ai eu l'opportunité de faire une mission data. Et si tu veux, j'ai trop kiffé en fait. Donc du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être intéressant comme domaine. En plus, il y a le langage Python bah, qui est dans les deux. Donc du coup, ça va me donner des facilités. Et il se trouve que j'ai reçu, juste après cette petite mission, une proposition d'une mission qui avait l'air géniale, avec justement des compétences qui étaient demandées en Python principalement. En fait, j'étais
on me demandait, si tu veux, d'apporter de l'expertise Python sur un projet de data IA, temps réel. Et bon, bah, en fait, pour se remettre dans le contexte, je crois que ChatGPT il venait juste de sortir, ou je sais plus trop, c'était ça, non? L'année dernière? Ouais, ouais, il y a peut-être moyen. Je sais plus exactement les dates parce que c'est vrai que ChatGPT, directement, j'ai un peu laissé Je- passer ça à côté, mais c'est vrai que c'est un peu dans la timeline, c'est à peu près ça sur la sortie de Ah, ChatGPT. du coup, Ça ça a venait de explosé. sortir ou ça commence à exploser, un truc comme ça. Voilà. Donc, du coup, c'était difficile, si tu veux, de pas être sensible, d'être insensible à ces trucs-là. Et je dis, bah, vas-y, let's go sur cette mission. Et j'en suis très content. Et du coup, c'est aujourd'hui. Donc, attention, parce que donc toi, tu as un podcast IA. Moi, mon scope, justement, c'est tout ce qui va être data, mais pas la partie data science. Je vais m'arrêter à tout ce qui Ouais. va être data engineering, principalement. D'accord. Et du coup, là, toi, en tant que tech lead Python Data ML, c'est quoi un peu ton rôle dans une équipe, du coup, Data ML? Mon rôle aujourd'hui, donc en fait, c'est vrai que si on se remet un peu dans l'historique, peut-être que tu as pu connaître toi, ou je pense que beaucoup de gens qui vont nous écouter ont pu connaître, dans la data, c'est une industrie qui est quand même encore assez jeune et dans laquelle il y a ce qu'on va appeler des insights que tu peux donner en tant que data analyst ou data scientist. C'est-à-dire, tu vas prendre une grosse table BigQuery, tu vas faire des requêtes, tu vas dire, bah voilà, les ventes, c'est ça, les clients qui vont churn, c'est ça. Ok, mais du coup, c'est des requêtes, c'est pas répétable, il va falloir le refaire tous les mois à la main. Voilà, ton dashboard, il marche peut-être pour le scope d'une ville, mais pas pour toutes les villes du pays ou ce que tu veux. Là où je veux en venir, c'est que il y a un gros enjeu d'industrialisation. Et justement, cet enjeu d'industrialisation, c'est ça en fait. C'est donc le gros terme qui regroupe tout, je trouve, qui décrit le mieux ce que je peux faire au quotidien, c'est de l'industrialisation, c'est-à-dire prendre tout ce que font les data scientists, les data analysts, tout l'insight lié à la data et au machine learning, et rendre ça bah, en fait répétable, pouvoir faire de l'intégration continue. En fait, tous les trucs qu'on retrouve dans la software engineering, avec donc tout ce qui est CI/CD, tout ce qui va être test, tout ce qui va être monitoring, versionning, tous ces petits process-là, bah, en fait, dans la data, c'est encore un peu, c'est pas encore mature, quoi. Et là, je pense que et du coup, c'est ça mon quotidien, on Ok, va dire. non, mais ouais, clairement, ça, y a rien de mature là-dessus. C'est pour ça que, par exemple, il y a la plupart du temps, c'est des rôles de ce qu'on appelle MLOps ou ML Engineering, où là-bas, c'est du coup d'apporter cette rigueur de CI/CD, même des fois CT, pour tester continuellement le modèle. Et c'est très jeune, quoi. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il y a ça qui existe. Et encore, et même maintenant que ça existe, c'est pas implémenté chez toutes les entreprises, quoi. Et tu Donc, me coupes si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu une vague de formation de data scientist, de data analyst bah, dans les écoles qui ont. C'est ça, hein, on est d'accord. ouais, Bah, je me trompe pas, il y a eu tout un tas d'écoles qui ont sorti des options IA, ML, je sais pas quoi, machin. En fait, ils n'ont pas du tout pensé à ça. En fait, aujourd'hui, la data engineering ou la ML engineering, il n'y a rien en fait. ouais. On est d'accord, il n'y a rien. Non, non, ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, il y a des besoins enfin, des très, très gros besoins. Après, tu me diras, tout ce que le MLOps, le ML engineering, la data ops, enfin, tous ces trucs-là, ça se base sur enfin, la grande famille du DevOps, Mhm. du SRE. Mais dans les écoles, c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'options de cinquième année ou de formations qui te permettent de devenir DevOps. Mhm. Il y en a peut-être depuis le temps qui se sont mises, mais ça reste assez minoritaire. Ce qu'on t'apprend à être, c'est un développeur en fait. Un développeur web, un développeur iOS ou je sais pas quoi. Mais t'as pas toute cette notion de DevOps en fait, ni Ouais, de data ops ou de ML ops. ouais, mais après, en fait, c'est parce que tout ce qui est éducation, c'est assez en retard, en fait. Le temps, en fait, que, on a énormément besoin de, du coup, data analyst, data scientist, etc. Le temps qu'ils commencent à les former, maintenant, on a besoin de data engineer, etc. Donc, il y a beaucoup maintenant de personnes qui sortent des data scientists et qui se réorientent un peu data engineer ou des choses comme ça. Mais après, c'est pas forcément très grave parce que quand tu as les bases un petit peu sur data scientist, de toute façon, quand tu sors d'école, il te manque de l'expérience, il te manque pas mal de choses, tu as vu pas mal de choses différentes, tu sais retrouver l'information, mais c'est vraiment ta première expérience qui va te former.
Donc, en soi, de bouger un peu entre ML engineer ou data engineer, data scientist, il y a une base qui est quand même très commune. Donc, c'est quand même très adaptable, quoi. Donc, Oui, ça, c'est c'est ça, c'est c'est pas qu'en forcément fait, très gênant. les logiques sous-jacentes, en fait, elles sont assez communes. C'est des logiques d'industrialisation, c'est des logiques de répétabilité. Après, Mm. tu me diras, bon, data science, je connais pas trop, mais est-ce que, pardon, dans les formations data science, on te sensibilise à tout ce qui est répétabilité? Je pense que oui, finalement. Non, pas Tout forcément. dépend. Tout Ok, dépend, ouais. Tout dépend plutôt des fois les écoles d'ingé, où en fait ils vont pas sortir que des data scientists. Des fois c'est un peu morcelé. Il y a des gens qui vont faire du développement, il y a des gens qui vont faire de la data science dans le même promo. Et donc il y a des cours que tu as en commun. Et souvent c'est des cours de, du coup, comme tu dis, de développement, répétabilité, tout ça, de software un peu engineering, toutes ces choses-là, et ils sont en commun. Donc en fait, tu les as, mais je pense que des formations seulement data scientist, il n'y a pas forcément toutes ces choses sur répétabilité, mise en production, créer une image, ok. faire en sorte d'avoir un environnement clean, etc. Ça, c'est pas forcément toujours amené parce que c'était un peu en mode il fallait data scientist, donc il y a plein de formations qui ont popé un peu partout, pas forcément toujours complètes. Mais en tout cas, complète sur le côté machine learning, data analyse, statistique, etc., mais pas sur ce qu'on attendrait de quelqu'un qui fait du développement, tout ça, quoi. Et, et en fait, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, justement, j'en parlais avec un gars l'autre fois qui connaît pas trop la data et il me disait qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis bah data engineer. Et en fait, il me disait mais c'est quoi du coup ce que tu fais? Parce que dans sa tête, il comprenait bien. En fait, on comprend bien ce que c'est que data analyst, Mm. on comprend bien ce que c'est que data scientist. Et en fait, data engineer, c'est quoi? Enfin, et bah justement, c'est pas vraiment quelque chose que on veut faire. En fait, data engineer, c'est pas top-down, c'est bottom-up. C'est-à-dire que c'est pas Mm. quelque chose qu'on a envie de faire. Par contre, c'est quelque chose que si on ne fait pas, enfin, ça va mal se passer, quoi, en gros. Voilà. Ouais. Et donc, c'est bottom-up, c'est genre, c'est le besoin qui émerge de la situation, quoi. Enfin, Bah, c'est un peu comme ML Engineer. Comme, par exemple, moi, quand j'ai commencé, on mettait des choses en production, on calculait rien sur la performance du modèle au cours du temps. Il y a juste à un moment donné un ticket qui sortait. Ah, bah là, il y a des problèmes sur l'algo. On le réentraînait, on le repoussait. Et il y avait pas toutes ces. Les tests n'étaient pas automatisés. On refaisait des tests à la main. Tout était refait. Un peu le process était refait à la main. Et c'est un peu les gens qui se sont dit, mais en fait, ça, on perd énormément de temps hein, sur le test. On perd énormément de temps et puis on perd un peu de la performance au cours du temps parce qu'on sait que les modèles perdent de la performance au cours du temps. Si on pouvait faire un CI/CD et en même temps rajouter un peu un CT, continuous testing, ça permettrait que en fait, que tout soit automatisé et que le data scientist reste un petit peu fait ses modèles et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de monitorer un peu tous ces modèles qui sont en production, quoi. Sinon, on passe tout notre temps à faire des tickets sur les modèles existants pour réentraîner, pour tester, pour faire ces choses-là, quoi. et le gros problème aussi, bah, déjà, il y a la perte de temps. Enfin, après, tu me diras, automatiser les choses, ça consomme du temps aussi, hein. Oui. Il y a un ticket d'entrée. Par contre, bah, ce que ça te permet, c'est d'aller scale sur plusieurs pays, sur plusieurs villes, enfin, découper tes trucs, etc. Donc ça, déjà, c'est un truc que tu peux faire à la main. Et aussi, ce que tu peux pas avoir à la main, c'est la notion de gouvernance. Et c'est ça aussi que beaucoup de Mhm. boîtes cherchent. C'est-à-dire que euh, beaucoup de grands groupes sont dans une logique product. Ouais. Enfin, je sais pas si ça te... Peut-être tu je- peux dire pour peut-être les personnes qui nous écoutent. Bah, la logique product, c'est que... c'est vrai, encore une fois, tu vois, c'est plutôt... je sais pas si on peut dire que c'est bottom-up. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une grande entreprise, tu vas avoir une hiérarchie. Tu vas avoir des gens qui vont avoir des responsabilités par scope, par domaine, enfin, tout truc de hiérarchie que tu peux imaginer. En fait, comment est-ce que, en tant que chef de projet, comment est-ce que tu vas rapporter à tes supérieurs l'état de ton projet ML si t'es pas capable de le suivre, en fait? Comment tu vas Ouais. pouvoir dire à tes chefs, oui, la data quality, elle est bonne, oui, le modèle, il est plus performant ce mois-ci que le mois d'avant, parce qu'on a fait des travaux sur ça, on a investi du temps de consultant, machin. En fait, voilà, il faut que tu puisses avoir enfin, tout l'aspect gouvernance. Il faut que tu puisses être capable de faire un rollback en prod si jamais tu as mis un truc en prod qui est pas bon. Il faut que si tu es quelqu'un qui s'en aille, bah, le chef de projet, il soit pas en train d'expliquer, ah bah oui,
le gars qui connaissait tout, il est parti. Bah maintenant, Il n'y a plus rien maintenant qui on peut marche. plus faire en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu lié en fait. Ouais, mais jusqu'à très récemment, en fait, l'idée, c'était qu'il fallait investir sur la data, sur le machine learning, sur la data science, sur l'IA, parce qu'il fallait pas être en retard. Du coup, il y avait énormément d'investissements qui étaient mis. Par contre, il y avait très peu de ROI qui étaient calculés. Donc, en fait, ce truc-là de regarder un peu comment ça marche, etc., il fallait créer des POC, montrer qu'il y avait de l'importance sur ces sujets-là, mais très peu de mise en production déjà. Donc, en Mhm. fait, ce côté ML engineer, comme quasiment aucun POC n'était mis en production, bah, il y avait peu d'intérêt. Alors que maintenant, on est quand même dans une logique plus de bah, il nous faut du ROI, quoi. On ne va pas investir, tout ça coûte cher. C'est des serveurs, louer des GPU, louer du temps, bah, surtout le temps humain qui coûte très cher. Mhm. On a envie d'avoir un peu de rentabilité sur ces projets-là, quoi. D'en avoir, mais surtout ce qui est important dans la logique de product et de gouvernance, c'est d'être capable de le montrer. Hmm. C'est-à-dire d'avoir des graphes qui te prouvent que tu tiens ton SLO, Service Level Obligation, que tu Hmm. tiens tes performances, enfin tout ça, tout ça. Et ça dans les grands groupes, c'est ça qui est pas mal recherché, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis surtout là, on parle, on a travaillé dans le retail. Comme on disait avant, si on a plusieurs pays, différents magasins, différentes enseignes, enfin plein de choses différentes, euh, le, le met d'avoir toutes les données de la même façon, de la bonne qualité, qui rentrent dans le modèle, etc., si c'est pas industrialisé, c'est juste impossible à maintenir, quoi. Exactement, ouais. Ou sinon, il faut une équipe dédiée au maintien, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est pas comme ça que font les plus gros. Les gros de Hmm, la tech, ils ont tout automatisé, en fait. Donc, ouais. on a Et, pas mal, on a pas mal dévié là, du coup. on a pas mal dévié, mais c'est intéressant. Finalement, on se rapproche quand même du sujet que je voulais aborder. On parle pas mal du coup d'automatisation, de faire en sorte que toutes les données soient de bonne qualité, etc. L'idée, c'était de parler de data quality, parce que du coup, tu as commencé à écrire un livre sur la data quality. Et du coup, pourquoi penses-tu que la data quality, c'est un enjeu majeur en entreprise aujourd'hui? Yes, alors bah, j'ai commencé justement à écrire un bouquin sur ça parce que en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai sujet par rapport à ce que je vois, par rapport à plein de trucs. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Et moi, si tu veux, je viens du software engineering. Et ce qui est trop drôle, c'est que tu vois, j'étais à l'EuroPython là, cet été. J'ai discuté avec pas mal de tech lead data, enfin des gens dans la data, des ML engineers, tout ça. Et je leur posais la question, toi, demain, tu dois recruter un data engineer, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi tes critères? Et c'est trop drôle parce que ils m'ont tous répondu, en fait, je cherche un software engineer qui s'intéresse à la data. C'est marrant, tu vois, c'est drôle. Toutes les lectures que je fais, systématiquement, il y a un point de convergence, c'est que tout ce que la data, en fait, toute la maturité sur l'industrialisation de la data, c'est des réadaptations de la software engineering, en fait. Sur les process, enfin sur le DevOps, DataOps, DevOps, MLOps, microservices, data mesh, enfin bref, tous les gros trucs de la data en ce moment, en fait, c'est que des adaptations de ce qu'on a pu faire en software engineering. Et là, j'ai un vrai truc, j'ai une vraie expérience. Et du coup, voilà, pour moi, je pense qu'il y a pas mal de trucs à transmettre. Par contre, il faut les adapter. Parce que si jamais tu as un data engineer qui veut se lancer, qui commence à lire des bouquins de software engineering sur comment bien organiser ton logiciel, je sais pas quoi, il va comprendre, mais ce sera moins adapté, quoi. Donc en fait, quelque part, ce livre, c'est une adaptation de tout ce que j'ai pu voir aux besoins que je vois au quotidien, en fait. Et donc Ouais. ta question, c'était pourquoi est-ce que je pense qu'il y a des besoins, c'est ça? Enfin, en data Ben, c'est quality? c'est quoi l'enjeu majeur? Parce que Ouais, l'enjeu, ouais. du coup, sur la data quality, c'est quoi l'enjeu majeur en entreprise aujourd'hui? Tu peux difficilement t'en passer. En fait, alors là, je vais parler à plusieurs types de personnes. Il y a les personnes qui ont compris que c'était nécessaire. Bon, bah, très bien. Ceux qui n'ont pas forcément compris que c'était nécessaire, ou alors qui pensent qu'on peut s'en abstraire. Par exemple, les chefs de projet qui vont un peu vite, tu vois, qui sont pas forcément. Je vois que tu souris. Ouais. Chefs de projet qui sont en mode, ouais, la qualité, tu la feras après. Ok, mais il y a pas mal d'histoires, d'histoires à la fois drôles et bah, du coup, c'était pas drôle au moment où c'est arrivé, mais où tu as un CEO qui s'est retrouvé au téléphone avec bah, justement le chef de projet du data product qui gérait les dashboards enfin, qui étaient à disposition des clients, tu vois. Et en fait, j'ai entendu pas mal d'histoires aussi, des vrais trucs qui sont arrivés où tu as un dashboard, tu as des clients
Le truc, il est automatisé, il est dans plein de mains. Tous les jours, il y a des gens qui regardent ça, ils s'en servent pour leur truc, pour leur tâche quotidienne, quoi. En fait, il y a un jour où le truc, il devient faux. Donc, tu te retrouves, toi, au téléphone avec le CEO, parce qu'il te dit, bah, voilà, en fait, là c'est faux, tu vois, donc il faut faire un truc. Ça peut être le CEO, ça peut être aussi le client. Il y a des managers qui, enfin, voilà, qui se sont retrouvés au hôtel avec des clients, quoi. Donc, ces trucs-là, ça arrive. La question, c'est du point de vue business, du coup, parce que là, on parle d'entreprise, on parle de data product, on parle de... Le jour où ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux te permettre de dire, bah non, en fait, je fais rien. Donc, en fait, c'est comme ça que je le prendrais, tu vois. C'est-à-dire que Mhm. à partir du moment où, c'est dans un cas où, si des gens se plaignent de la data quality, genre ton CEO ou genre tes clients, tu peux pas te permettre de faire autrement que de régler le problème, ce qui paraît naturel, hein, mais bon, il y a des gens qui sont pas forcément, qui disent, bah non, mais on le fera pas, tu vois. Bah du coup, là, il y a un enjeu, tu vois. C'est qu'en fait, tu as un enjeu de maintenir tout ça, de le garantir, et d'y penser le plus tôt possible. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, en fait, aussi dans la partie ML, c'est un truc qui est fondamental. En fait, on a une phrase genre garbage in, garbage out. Si les données sont de mauvaise qualité en entrée, il y a peu de chances que tu aies des bonnes prédictions en sortie. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait de les données, il y a un drift au cours du temps. Donc, regardez que tes données n'ont pas trop drifté par rapport au moment d'entraînement de ton modèle. Sinon, en fait, ton modèle va juste être faux ou va être pas plus adapté à la situation. Donc, c'est vrai que la data quality, en tout cas en termes de data science, ML, machine learning, c'est vraiment un point fondamental, quoi. Bah, c'est ça en fait. Souvent la data, ça va être j'ai l'impression hein, de l'optimisation en fait. Tu vas te servir de la data pour optimiser des choses. C'est-à-dire qu'en gros, prenons le retail. Le retail, ça fait des années, des centenaires que ça existe, qu'il y a des grosses boîtes qui font du retail. Ils ont réussi jusque-là sans la data. Aujourd'hui, ils ont la capacité, grâce à des technologies genre BigQuery ou ce que tu veux, d'avoir de l'optimisation. Et bah, du coup, ils s'en servent. L'optimisation qui vont, ou alors par exemple je sais pas, des campagnes ads, du marketing, etc. Et souvent, ça va être lié à la notion de ROI. Comme tu dis, garbage in, garbage out, c'est dommage de passer à côté de, je sais pas, imaginons que ta data ta donnée pourrie, elle te permet d'optimiser que de 10% ce que tu fais. Si tu avais une data de qualité, tu pourrais optimiser à hauteur de 20%. Bon, bah voilà. Après, c'est difficilement quantifiable parce que tu peux jamais savoir à l'avance vraiment ce que tu vas perdre ou. Enfin, Parce que souvent, on rencontre des fois qu'un modèle est pourri quand on voit, quand les gens se plaignent en disant bah c'est pas possible, etc. Parce il y a peu de gens qui font de l'observabilité sur les données avant d'entrer dans le modèle. Il y a des boîtes qui en font, mais c'est vrai que c'est encore quand même assez rare que tu aies un peu un process qui va en même temps faire tester le modèle et en même temps tester toute la chaîne qui va convertir la data et se rendre compte à chaque étape, est-ce que ça a divergé, pas divergé, est-ce qu'il y a, je sais pas, des données manquantes, est-ce qu'il y a des trucs, souvent on se rend compte à la fin de la chaîne qu'il y a un problème, mais c'est vrai que toute cette partie data quality au milieu de la chaîne d'une industrialisation, c'est pas toujours mis en place, quoi. ouais, et du coup, ça va rendre fou tous les gens qui vont travailler dessus en amont, qui vont pas être capables de faire des jointures parce que bah pas possible ou ce genre de choses quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourra du coup trouver dans ton livre sur data quality? Là, le projet, c'est Data Quality Design Patterns. Alors, design patterns, je sais pas si c'est un mot avec lequel les gens de la data sont habitués. Bah, je sais que moi, de base, je suis pas habitué à ce truc-là, donc je pense Ouais. que les personnes qui écoutent non plus, donc si je peux rappeler un peu ça. Ok, bon, du coup, c'est intéressant parce que peut-être que le titre est pas adapté du coup, parce que en fait, les design patterns dans l'ingénierie logicielle, c'est un bouquin, je crois, à la base, qui est sorti, qui s'appelait juste Design Patterns, et le sous-titre c'était Elements of Reusable Code. Et l'idée, c'était en français patron de conception. Je crois que c'est lié à la couture. C'est un patron de conception. Genre, tu veux Mm. faire un jean, bah voilà, tu sais qu'il faut faire des traits dans ce sens-là avec un angle, donc c'est réutilisable quoi. Tu sais qu'une Ouais. poche de jean, ça va être à peu près comme ça et tout. Et ben, il y a des gens qui se sont rendus compte que dans le software, il y avait aussi moyen de trouver ce genre de choses et que ça pouvait aider la plupart des gens. Ça les aide à construire des modèles mentaux, en fait. C'est-à-dire, tu as une situation donnée, bah, en fait, si tu sais qu'il y a un design pattern qui se rapporte à ça, tu vas direct aller dessus parce que tu sais que le design pattern, il fonctionne. Tu sais que ça va parler à d'autres gens aussi. Et donc, bah, let's go, en fait. Exemple, parce que là, on est abstrait. Exemple, design pattern singleton. Donc là,
je parlais de programmation orientée objet, je sais pas, voilà. Programmation orientée objet. Bon, après, je pense dans la data, les gens font quand même du Python, donc c'est un langage Ouais, objet. Design pattern singleton, c'est quand as une classe, quand tu l'instancies, donc quand tu fais quand tu l'instancies, et bah, avec le design pattern singleton, c'est un morceau de code qui va faire que tu ne peux avoir qu'une seule instance à la fois de cette classe-là. ok. Donc ça va t'aider par exemple par exemple pour tout ce qui va être configuration ou connexion à une base de données, tu as envie d'avoir qu'une seule connexion à ta base de données. Donc du coup, tu vas faire un singleton avec un bout de code qui va renvoyer la classe existante si elle existe déjà. Ok, d'accord. Bon, un autre exemple, tu as le design pattern observer qui va être le cas où tu vas vouloir être notifié en cas de changement. Donc dans du code, comment est-ce que tu fais ça? Bah, en fait, tu peux, quand tu veux être au courant d'un changement dès qu'il arrive, tu peux soit faire bourriner d'appels, genre je fais que des appels jusqu'à ce qu'il y ait un changement, et du coup, Hmm. mais bon, ça consomme quoi. Ou alors, observer, en fait, tu sais que il faut que ce soit le morceau de ton code qui traite justement ces événements-là, qui soit au courant que tu as quelqu'un qui veut s'abonner à ces événements. Et donc, Ok, tu vas créer une fonction dans l'endroit où tu reçois les événements qui va dire je m'abonne, donc j'observe en fait. Voilà. Et quand il y a un truc, tu me notifies. ok, d'accord. Voilà, je pense que souvent ils pourront regarder sur Internet, mais il y a plein de design patterns. C'est des trucs. Je crois que retry, c'est un design pattern, tu vois. Tu vas me dire, Ok. c'est évident. Ouais, t'as plein de fonctions retry maintenant, mais Non, mais je pense que c'est ultra intéressant parce que d'expérience, tu vois, quand on check la qualité de données, quand on dit bah, on dirait à n'importe qui, bah, check la qualité de données, chacun un peu a son idée de ce qu'il va checker dans les données. On va peut-être pas tous surfaire la même chose et à chaque fois, on va repartir de la base, on va dire, OK, on va regarder par exemple qu'il n'y a pas de nul, on va regarder qu'il y a des dates, par exemple, qu'il n'y ait pas, je sais pas, il y a une date de création, une date enfin, je sais pas, une date de création, une date où on va jeter quelque chose, regarder si les dates sont pas inversées. Enfin, on va essayer de s'imaginer plein de choses à tester. Mais du coup, à chaque fois, on passe. Comme si on n'a pas de, comme tu dis, de pattern, de choses comme ça qu'on peut réutiliser. Déjà, on recode toujours les mêmes fonctions. Et en plus de ça, il y a des choses qu'on va peut-être oublier de faire, quoi. ouais, c'est ça. L'idée, c'est de réussir à créer un ensemble de recettes dans lesquelles, j'ai cette situation, ok, en fait, il faut que je fasse ça. Un exemple, peut-être que je peux déjà donner, c'est que un truc qui existe déjà, tu vois, mais juste, je vais le référencer dans ce bouquin, dans cette création c'est le design pattern court-circuit. Voilà, circuit breaker en anglais. Et ceux qui font du Airflow, bah, en fait, il existe, il y a un opérateur short circuit operator. Donc, on va me dire, bah ouais, rien de nouveau sous le soleil. Oui, mais sauf que qui l'utilise vraiment, en fait? Hmm. Personne l'utilise. Les gens savent pas trop à quoi ils servent, dans quelles conditions l'utiliser. Bah, en fait, circuit breaker, c'est quand tu as une pipeline de data avec des tâches qui sont orchestrées les unes après les autres. Tu construis tes tables BigQuery ou ce que tu veux. Si jamais il y a une étape de vérification qui n'est pas bonne, par exemple, il y a un champ qui est pas nul, alors que tu es censé avoir que des nuls, ou l'inverse plutôt. Tu as un champ qui est nul alors que tu n'es pas censé avoir de nul, et ben circuit breaker, t'interromps la pipeline. Et en fait, tu dis, là, c'est trop chelou. Donc là, on parle de batch, hein, on parle de batch processing. Parce que de toute façon, dans la data, en fait, la plupart du temps, c'est du batch processing. Je trouve que le streaming, c'est pas forcément. Enfin bref. Donc en batch processing, on va juste arrêter le truc et du coup, on empêche le nul d'arriver bah, dans les dashboards du client et de lui fournir des erreurs sous les yeux, quoi. Hmm. Ouais, Il faut qu'un humain vienne. ok. Si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton nul, peut-être qu'il est autorisé dans tes pipelines à circuler. Peut-être que tu vas pas générer d'erreur d'exécution en fait dans tes pipelines. Juste, la valeur, elle va Hmm. se propager. Bah, du coup, tu vas retrouver un nul en bout de chaîne. Déjà, tu seras pas au courant parce qu'en fait, tu n'auras pas d'erreur d'exécution. Ce sera pas une erreur, comment dire? Ouais, ce sera pas un runtime error en fait. Ce sera une erreur Hmm. de. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est le circuit breaker. Il est facile celui-là. Et il y en aura d'autres. D'accord. Et du coup, c'est ça vraiment que toi, tu penses que c'est un game changer de voir la data quality comme des design patterns? En fait, je surfe sur le concept de ce qu'on a vu fonctionner pour le software engineering a un intérêt d'être porté pour la data. Donc je surfe sur ça. Après, ce qui va être game changer, ça va être des façons de voir les choses. Et là, bon, peut-être que je vais choquer des gens, mais les concepts qui moi, vont m'intéresser, j'en suis toujours au projet. Donc ça se trouve, je vais changer d'avis, tu vois. Mais
aujourd'hui, mon avis sur la question, c'est que dans la software engineering, tu vas avoir en fait principalement du code, hein. Quand tu es développeur back-end ou développeur front-end, toute la journée, tu vois du code. Quand tu es dans la data, c'est un peu différent parce que tu vas avoir des pipelines, tu vas avoir des outils à brancher, ça va être un peu différent. Et du coup, la notion de design pattern, j'aimerais bien la généraliser à pas forcément juste du code. Donc peut-être ça va choquer des gens, bah tant pis pour eux. Et après, donc, c'est aller chercher des design patterns, par exemple, liés à la documentation et au lineage. Donc, le data lineage, peut-être ça vaut le coup de faire une parenthèse. Le lineage, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais ouais, ça va être de la documentation qui va te permettre de voir clair sur quels sont tes inputs et tes outputs au long de ta pipeline data. Et il y a des gros sujets sur le lineage en ce moment. C'est un sujet qui est encore pas vraiment mature. Pas vraiment d'outils de lineage. Il y a un projet qui s'appelle Open Lineage, je crois, qui a vocation à être un peu la référence, euh, la, comment on dit, le format de référence. Pas le format, j'ai oublié le mot. Enfin bref, on va dire le format de référence, quoi, pour décrire ton lineage. Ah oui, parce que si tu peux décrire ton lineage, après tu peux t'en servir, automatiser des choses pour générer de la doc, générer des graphes et aider visuellement les gens à prendre des décisions plus vite, à y voir plus clair, quoi. Et en fait, c'est ça le vrai enjeu. Donc, dans tout ce qui est data lineage et documentation, je pense qu'il y a des trucs et je pense qu'il y a vraiment à gagner à voir la doc comme un truc, tu peux faire des design patterns dessus, en fait, tout simplement. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième point sur lequel je pense qu'il y a un vrai truc à creuser et à faire des design patterns dessus, c'est un truc que tout le monde a appris en sixième. Ça s'appelle les mathématiques et les théorèmes. Voilà. Et je sais que tu aimes bien les maths, Ouais, que tu penses, enfin c'est ça, hein, que tu ouais, j'aime penses beaucoup. que les maths ont un rôle à jouer dans la data science, dans la data en général. Bah, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Donc il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas fait de carrière de cursus scientifique, j'aime pas les maths. Par contre, j'aime bien la programmation, j'aime bien la data. Oui, tu peux t'en sortir en fait. Mais moi, ce par quoi je suis convaincu, c'est que tout ce qui va être logique, mathématique, en fait, c'est pas non plus un hasard aussi si la profession de programmeur sont quand même beaucoup liées à des filières scientifiques. Parce que tu as, des ponts entre les deux. Et moi, en fait, je me sers de la logique mathématique et des théorèmes, en fait, quasiment tous les jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce lien-là entre ce qu'ils ont pu voir en sixième, cinquième à l'époque et, euh, et leur travail aujourd'hui. En gros, dans ce sur quoi je suis en train de travailler, il y aura des parties sur ça et voilà. C'est un peu abstrait là ce que je raconte. J'espère que c'est pas trop abstrait. Non, ça Euh, va. Ok, ça va alors. Non, ça va, ouais. Et puis, bah, en fait, le côté un peu mathématique, c'est aussi parce qu'il y a pas mal. À un moment donné, c'est un peu comme la data science, tu vois, c'est qu'il fallait beaucoup de personnes qui font du développement et que dans plein de secteurs, il n'y a pas forcément besoin de mathématiques. Du coup, on va former des gens à faire seulement de l'informatique et on va pas leur apporter de mathématiques. Ou par exemple, il y a des gens qui embauchent des personnes qui n'ont jamais fait qui ont jamais fait de programmation et ils les forment pendant 6 mois et après ils deviennent développeurs ou des choses comme ça. Donc, pas toutes les personnes ont fait forcément un cursus d'ingé pour faire de la programmation ou en ingé, tu es obligé de bouffer des maths de toute façon. Mhm. Mais ouais, moi je suis assez d'accord. En tout cas, pour la partie data science, ça va être un peu compliqué si tu n'as pas fait de maths. Rien que pour, parfois, rien que je sais pas, même développeur, hein. As une fonction, par exemple, et tu dois l'implémenter. Mhm. Soit tu peux faire des boucles, soit tu peux faire des multiplications matricielles, quoi. En essayant de bien comprendre ton problème, en disant, bah voilà, là, je fais une multiplication matricielle là, et finalement, à la fin, tu as juste une multiplication matricielle qui remplace 5, 6, 7 boucles, quoi. Donc, des fois, c'est assez fou en termes de performance ce que tu peux gagner, quoi, en utilisant des maths plutôt que en pensant en boucle, tout ça, quoi. Bah, ravi que tu sois d'accord. Donc après, c'est vrai que les maths, encore une fois, tu as des gens qui vont dire, moi, je suis data scientist, j'aime pas les maths. Enfin, bon, en vrai, je pense que c'est chaud quand même. Là, c'est chaud, un peu. Mais peut-être ça existe, tu vois. Ils vont dire, bah, je connais, mais je sais utiliser le modèle PyTorch, mais je sais même pas si c'est un modèle PyTorch en fait. C'est une librairie, Ouais, mais c'est une librairie, bon, Mais je c'est dis pareil, n'importe quoi. c'est pareil avec PyTorch, il peut faire du deep learning, mais c'est pareil, ouais, il peut faire du deep learning avec PyTorch sans jamais voir une ligne de maths, quoi. Voilà, bon, c'est possible. Maintenant, je trouve que c'est quand même dommage, on passe quand même à côté de certaines choses. Et bah, moi, ce que je dis, c'est que
on peut étendre ça. Il y a aussi des principes mathématiques que tu peux utiliser en data engineering, dans tout ce qui va être construction de pipeline data. Et là, il y a un exemple sur lequel je travaillais justement, peut-être que je peux donner, qui va alors, essayer de rendre concret un peu ce que je disais par rapport aux maths. Ça va être, par exemple, la notion de diff. En gros, souvent, quand tu modifies tes pipelines data, tu vas avoir envie euh, de faire une modification. Parce qu'en fait, une pipeline data, ça se maintient. C'est comme du software engineering, ça se maintient. Il y a des moments, il faut faire des changements, il faut faire des montées de version, il faut faire des... Enfin, plein de trucs en fait. Mais tu veux que ce soit exactement la même chose. Tu veux que le comportement soit exactement le même. Et du coup, il y a des gens qui font, bah, ok, je vais écrire le code, tu vois. Je vais vaguement tester. Enfin, en fait, je vais même pas tester. Je vais vaguement voir que ça s'exécute. Ok, ça me suffit. Je pense qu'on peut faire mieux. Et du coup, il y a, en fait, ce que j'utilise beaucoup au quotidien, c'est la logique de diff. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux que mon changement soit identique, en fait, c'est le signe mathématique égal. En fait, je dois être en mesure de prouver cette non-différence, en fait, c'est-à-dire cette Hmm. égalité. Ouais. Et bah, du coup, dans BigQuery, en SQL, tu peux faire des requêtes de diff, en fait, qui vont comparer deux tables une à une, exactement, Et du coup, à partir du moment où tu as ça, mais en fait, c'est trop facile. Parce que plutôt que de te prendre la tête, parce que du coup, tu as peur aussi, parfois, de faire des changements. Hmm. La data quality, la qualité, c'est aussi la capacité à faire des petits changements parfois qui vont améliorer sur le long terme, tu vois. C'est de faire des petites reprises de code, un peu comme dans un jardin, pour pas que ton jardin devienne la jungle, faut peut-être faire des petites coupes de fleurs ou de feuilles fanées, je sais pas quoi. Bah, sur les data pipelines, c'est pareil. Bah, le problème, c'est que les fleurs, tu les vois si ça, si ça a marché ou pas. La data, c'est pas vraiment pareil, tu peux pas vraiment Hmm. voir. Du coup, pour pouvoir voir les choses et vraiment le prouver, bah, en fait, plutôt que de pas le faire, d'avoir... Il y a des gens qui ont peur de faire des changements parce que bah ouais, ça va planter. Ouais. Autre solution, tu peux faire une requête de diff ou pareil, tu as la commande diff sous... alors moi, j'utilise Linux, donc voilà, mais sous Windows, je sais pas si tu as la commande diff, mais tu peux faire la commande diff. T'as plusieurs fichiers GCS, enfin des buckets de fichiers, tu traites des fichiers d'images, etc. Voilà, tu fais des diffs en fait. Et après, tu automatises ça dans une boucle for. Et il faut que tous tes diffs soient exactement les mêmes. Ouais, je vois souvent c'est un peu même la galère hein, à regarder que tous deux jeux de données soient exactement pareils, etc. Ça demande pas mal de ressources, souvent c'est un peu. Requête de diff. Ou en gros, code de diff. Voilà. Et Hmm. si tu prouves que c'est... En fait, tu vas faire... Donc avec Git, hein, j'imagine que les gens utilisent Git. Donc tu vas faire ta branche, ta modification. Tu vas créer une table de test dans Hmm. laquelle tu vas déverser tes données de test. Tu fais un diff avec la prod. Et si c'est pareil, en fait, ton test, il a même pas. Enfin, t'es tranquille. C'est Ouais. la même chose. Voilà. Et du coup, ça serait pour quel type de métier, du coup, ces personnes-là? On voit que c'est pour des gens, pour de la data, ramener du software engineering vers de la data, mais concrètement, ce serait pour Bah, quel type de poste? là, pour le coup, le truc de diff, etc., c'est pas vraiment du software engineering. Enfin, c'est plutôt. Enfin, j'espère que j'ai pu convaincre les gens qui écoutent que c'était plutôt de la data engineering, c'est plutôt lié à des tables data, etc. Hmm. Le contenu sur lequel je travaille, il s'oriente principalement vers des data engineers qui justement ont pas forcément le recul en fait sur toutes ces questions-là, qui peut-être débutent ou quoi. Ceux qui sont à l'aise avec la data engineering ou qui sont plus expérimentés, bah, ce sera l'occasion de vérifier qu'ils ont, enfin voilà, qu'ils oublient rien. Mon but c'est quand même de faire un peu l'état de l'art de ce qui existe aussi. Et je lis beaucoup à ce sujet, donc bah, ce sera voilà, et pour pouvoir référencer tout ce que je peux trouver, donc ce sera peut-être l'occasion ce sera le quiz, quoi, l'examen, on va dire. Ça pourra intéresser, je pense, dans une moindre mesure, mais les data analystes aussi, il y aura du contenu qui Hmm. sera lié à des data, enfin, en fait, les data analystes, c'était un métier qui était très lié au dashboard, à la data viz. Enfin, data Hmm. analyst, c'est assez Ça dépend flou de aussi. l'entreprise, en fait. Ça Ouais. dépend vraiment de l'entreprise. Il y a des fois où les analystes, ils vont faire que de l'analyse. Clairement, on va leur poser des questions. Bah voilà, c'est quoi la performance? Est-ce que ma performance de nouvelle campagne, elle est mieux que l'ancienne?
Et du coup, des fois, ça serait que de l'analyse. Et d'à côté, tu as des business intelligence qui vont faire seulement les dashboards. Et eux, par contre, ils vont faire les dashboards, mais ils vont les connecter à la base de données donc, automatiquement. Donc, il y aura une partie un peu data ing dessus. Donc, ces personnes-là, ils ont ceux qui font du dashboarding et qui doivent alimenter en temps réel, enfin en temps réel, en batch leur dashboard. Eux, ça peut être un intérêt aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que le dashboard soit, enfin, sorte des données pourries, quoi. Alors, il faut pas que ça donne des sortes de données... faut pas que ça sorte des données pourries, mais au-delà de ça, l'espèce de poste... En fait, il y a pas mal de noms de postes qui sortent, genre ML Ops, tu vois, c'est un espèce de sous-truc de ML Engineer. Et il y a Analytics Engineer. Je sais pas si t'es à l'aise Ok. avec Non, ce non, poste. enfin, j'ai jamais entendu parler. Mais en même temps, il y a tellement de trucs des fois qui pop. Ouais, Même la vraie différence entre MLOps ou ML Engineer, pour ouais. moi, voilà, c'est assez confus. Pour moi, c'est deux postes qui sont assez pareils. Pour moi, ça dépend vraiment. Enfin, rien que tous les postes data, ça dépend un petit peu du contexte et de l'entreprise, quoi, en soi. Bah après, moi, ce que je vois finalement, c'est que par rapport à tous ces postes-là, t'as beaucoup de flou, mais en fait, le flou fait partie du jeu, quoi. Enfin, ça fait partie des règles du jeu. C'est-à-dire que si tu es un data engineer, en fait, tu vas devoir faire de la data analyse quelque part. Ça va Ouais, être difficile de t'en abstraire. ouais, Pareil, si t'es data scientist, ça va être difficile de t'abstraire totalement de la ML engineering. ouais, Et en réalité, je pense qu'il faut accepter cette notion un peu de flou. Pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, parce que bah voilà, parce qu'on parlait des data analysts qui vont être amenés souvent à toucher quand même au data pipeline, ouais, notamment à Airflow ou DBT, parce que c'est des trucs à la mode. Et comme justement les technos vont vers une espèce de simplification, enfin en gros de packaging où tu es censé juste te focus sur le métier, sur ce que tu fais, du coup ça devient possible. C'était difficile avant de proposer à un data analyst de faire du Spark. Bah ouais, parce que Spark, c'est quand même un gros truc. Donc ça, c'était plutôt ouais. un truc data engineer ou j'ai vu le terme aussi, c'était développeur ETL, intégrateur ETL. Mais maintenant qu'on est dans une logique de plus en plus DBT, Airflow, BigQuery, où en fait, tu exécutes des requêtes SQL, et c'est ça, donc c'est des données tabulaires, tu exécutes tes requêtes. Bah, en fait, c'est vrai que ça ouvre la porte, c'est beaucoup plus accessible pour le data analyst de faire ça. Mais, et du coup, c'est là où je reviens sur ta question, bah, il y a toute la myriade de bonnes pratiques que le data analyst n'a pas forcément, qui est Mhm. adaptée au monde de la programmation. Donc voilà, donc ça pourra intéresser aussi ce public-là. Ça pourra aussi intéresser, je pense, des data scientists parce que, encore une fois, logique floue. C'est-à-dire que on va jamais demander à un data scientist de faire que de la data science. Il va forcément devoir naviguer dans un peu de data ing, un peu de MLOps, enfin un peu tout ça, quoi. Donc je pense que ça peut être bien aussi pour lui d'avoir quelques notions. Donc pour répondre à ta question, principalement les data engineers. Ah oui, les analytics engineers. Donc du coup, analytics engineer, c'est le fameux terme qui est censé décrire l'activité de développeur ETL, mais adapté au pipeline tabulaire SQL, notamment des BT Airflow, pour des trucs genre Snowflake ou BigQuery. Enfin, voilà, c'est un espèce de sous-truc, c'est difficile de comprendre si t'as pas vraiment vu comment ça se passait. Donc tous les gens qui sont pas trop dans le milieu, bah, peut-être ils auront du mal à comprendre. Ceux qui sont là-dedans, ils vont comprendre, peut-être qu'ils vont se reconnaître. Mhm. L'autre fois, je parlais justement avec un enfin, avec quelqu'un qui me disait, moi je suis BI analyste, et je lui dis, d'accord, mais du coup, tu fais quoi au quotidien? Il m'explique ce qu'il fait, et en fait, je dis, mais en fait, t'es analytics engineer. Il y avait son collègue à côté, il fait, bah ouais, en fait. Et voilà. Bon, mais la boîte l'avait pas forcément labellisé comme ça, mais du coup, ça aide aussi à comprendre ce que tu fais et à te documenter sur ce que tu fais aussi, quoi. Mhm. Ouais, je suis d'accord, je pense que ça peut être n'importe quel profil de la data en fait. Ce type de livre comme ça peut être utilisé n'importe quoi parce que, genre, par exemple, des fois, je vois des offres d'emploi, c'est assez fou quoi. C'est que soit je leur dis aux personnes il y a une personne des fois qui contacte en disant ah, qu'est-ce que je dois trouver comme offre, enfin, les différences entre les différents postes, etc. Je leur dis, mais en fait, faut lire plus que lire le titre data scientist, data engineer, etc. Des fois, c'est marqué data scientist, tu regardes dans le truc, c'est la data engineer. Des fois, des fois, c'est de la data analyse, ou des fois, c'est même juste, je gérais un projet. Je voyais à un moment donné, c'était marqué data scientist, et au moment je regarde un petit peu, ça me semble un peu bizarre, mais après, il n'y a pas beaucoup de description. Au moment de l'entretien, je me rends compte qu'en fait, l'idée, c'est que j'aille voir différents métiers, et que je prenne de la donnée, que je l'intègre dans une base de données, etc. Je fais, mais en fait, non, vous n'avez pas besoin de
Enfin, c'est pas du tout de la data science, quoi. Hmm. Donc, en fait, des fois, pour même certaines personnes, ça reste assez flou. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, des fois, ils disent, bon, allez, data scientist ou data engineer. Et derrière, quand on creuse, ça peut tout et rien dire. Donc, je pense que c'est assez difficile de généraliser sur ce genre de trucs-là. En mode, c'est quelle tâche on donne à un data analyst, quelle tâche on donne à un ML engineer, etc. Je pense que tout dépend de l'organisation, en fait. Et encore une fois, tout dépend, à la fois, tout dépend de l'organisation, mais à la fois, enfin, du coup, voilà, moi, en gros, la data, quelque part, j'y débarque. Parce que ça fait en tout et pour tout 1 an que je suis dedans. Et en fait, j'ai envie de rattraper mon retard, tu vois, j'ai envie de comprendre et tout. Donc, j'ai parlé avec énormément de gens, je leur ai posé pas mal de questions, et à chaque fois, ce qui revient, c'est que ça fait partie des règles du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, et ça va déplaire à certains data scientists, je pense. Je pense qu'ils vont faire la tronche parce que il y a beaucoup de data scientists, je remarque, ce qu'ils veulent faire, c'est juste de la data science. Hmm. Enfin, c'est ça en vrai. Parce que en vrai, la data science, c'est cool. C'est le partie la plus cool du job. La vérité, c'est que, en fait, une fois en entreprise, tu vas faire un peu de data science, un peu de data analyse, un peu de data quality, tu vas te taper des data quality pourris, tu vas faire un peu de ML engineer, et finalement, bah, tu sauras plus trop pourquoi tu es là, en fait. Non, mais je suis assez d'accord. En soi, data scientist, faire un point fit, point prédict sur scikit-learn, enfin, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. 80% du job, ça va être comprendre vraiment ce que le métier veut. Enfin, vraiment, Ouais, ça, ouais. c'est ultra important. Et juste prendre les données, les mettre dans le bon ordre, regarder que ça marche bien, regarder que faire en sorte que tes données que tu vas entrer dans ton modèle soient exactement pareilles que ta production, parce que sinon, bah, quand tu vas mettre en production, tu auras enfin, c'est plus du tout le même modèle. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui ont à faire autre qu'entraîner un modèle, quoi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on est data scientist. On va pas juste être là pour faire du Kaggle, quoi. Parce que faire du Kaggle et gagner le millième de performance, en ROI, c'est nul. Tu vas passer 3 semaines de temps ingé pour faire passer l'accuracy, enfin même pas l'accuracy, l'AUC par exemple, de 0,8 à 0,83. En vrai, en ROI, c'est nul. On essaie de faire des quick wins et de se dire, ah tiens, bah là, j'ai fait un premier truc, c'est pas, je pourrais me le faire, mais en fait, ça va remplir le job et ça va atteindre le ROI qu'on s'est fixé, bah, je mets en prod. Je vais pas forcément passer 1000 ans sur pimper le modèle, etc., quoi. Le but, Hmm. c'est d'avoir un truc qui tourne assez rapidement quand même en entreprise et on va pas non plus passer des semaines et des semaines à faire de l'optimisation, quoi. Ouais, après, En tout cas, en entreprise, ce que j'ai remarqué, c'est souvent ça. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens, ils passent leur temps sur Kaggle, ils se disent, ah, entreprise, c'est pareil. Alors qu'en fait, la logique entreprise n'est quand même pas du tout la même. Ça se rapprocherait plus de la logique recherche, ce genre de truc-là, d'essayer de booster à fond, fond, fond les performances et faire des trucs ultra complexes, etc. En entreprise, on aime bien avoir des trucs qui matchent ce qu'on a envie avec des processus quand même plutôt simples parce que ça résout quand même pas mal de problèmes. Si on peut laisser les choses assez simple et que ça matche l'attendu, on va plutôt utiliser ce genre de choses-là. bah, exactement, je pense qu'on se comprend. Data science, finalement, c'est, bah, comme tu dis, 80-20, quoi. Ce sera peut-être 20% du taf au quotidien. Il faut être prêt à ce que 80% du taf, ce soit bah, des choses un peu plus, enfin, je sais pas, un peu moins nobles, on va dire, parce que la data science, c'est quand même vu. C'est ça, on est d'accord, hein, c'est ce qui est le plus Ouais. noble, en fait, dans la data, je pense. Bah, après, c'est beaucoup de gens parce L'IA. il y avait beaucoup de maths, tout ça, donc les gens disaient, ah ouais, c'est stylé et tout. Mais enfin, qu'il y avait beaucoup, j'utilise des modèles, tu fais de l'IA, du coup, ça fait toujours, t'as plein de buzzwords à côté. Ouais, Mais ça a un côté premium, enfin, hmm, data science. Mais en vrai, il y a beaucoup de trucs, faut mettre les mains dedans, quoi. ouais, il y a pas mal de choses qui sont pas sexy, quoi. Voilà. Et du coup, dans un projet, du coup, si on revient un peu sur la qualité de données, dans un projet, qui est pour toi est responsable en fait de la qualité d'une donnée? Ouais, alors du coup, moi, il y a un bouquin que j'ai lu justement quand j'ai compris que la data quality, ça allait être un enjeu majeur de mon travail. Le jour où j'ai compris ça, le soir même, je suis allé sur Internet, j'ai cherché un bouquin sur la data quality. En fait, non, pas forcément un bouquin, mais en tout cas un truc, tu vois, parce que je savais que c'était un enjeu et que du coup, j'avais à progresser dessus. Et je suis tombé sur Data Quality Fundamentals, qui est génial. C'est un bouquin des éditions Aurélie, qui est vraiment trop bien, voilà. Et justement, c'est marrant parce que en fait, ta question, c'est exactement une partie du livre, en fait. Enfin, genre, tu sais, une sous-partie, là. Genre, Ouais. qui est responsable de la data quality? Et la réponse, donc, à la limite, moi, ce que j'en pense, voilà, mais la réponse de Bar Moses,
qui est la CEO de Monte Carlo, qui est la scale-up par excellence data quality aux US. Et je pense pas qu'il y ait d'autres startups qui soient orientées data quality qui puissent, enfin, qui égalent en fait le rayonnement de Monte Carlo. Sa réponse, c'est en fait tout le monde. Voilà. Donc tout le monde est responsable de data quality. Et Mais là, après, ouais, vas-y. le truc, c'est que si tout le monde est responsable, un peu plus personne n'est responsable non plus. Tu vois, t'as Ok. un peu une dilution de la Ouais. responsabilité, quoi. Donc, en fait, tu dis, oh, tout le monde est responsable. Donc, en fait, c'est pas forcément à moi de la faire, tu vois. Ah, c'est marrant parce que bah, du coup, elle parle de ça aussi. Elle dit, il y a un moment donné où elle dit, si personne se sent responsable, accountable en anglais, Mm. l'accountability, en fait, du coup, il n'y aura pas d'action qui sera prise. Donc là, si on développe un petit peu, pourquoi est-ce que c'est important que tout le monde soit responsable de la data quality? Parce que, bah, si ton, je reviens à ce que je disais au tout début, le chef de projet. Si ton chef de projet, il s'en cogne, en fait, tu pourras rien faire. Tu pourras Mm. vaguement dans ton coin faire des trucs, mais dès qu'il va falloir que tu dises que tu vas passer, je sais pas, 2 jours sur un truc de data quality, en fait, ça va être négligé, ça va être genre, bon, ok, dépêche-toi, là, on a des trucs plus importants à faire quand même, enfin, tu sais. Mm. Donc, donc, il faut que la hiérarchie soit responsabilisée d'une manière, tu Ouais. vois. Après, c'est voilà, c'est pas forcément dans le détail des nuls sur les colonnes, mais il faut quand même qu'ils soient responsables, en tant que product owner, qui te donnent des user stories sur ça, qu'on te donne du temps sur ça, etc., etc. Ensuite, il va y avoir bah, principalement la data quality, c'est, je pense, associé au data engineer finalement. Euh, Enfin, je pense que c'est ça. Je pense que du point de vue théorique, quand les gens pensent data quality, ils associent plutôt ça à un truc de data engineer. Peut-être tu as un autre avis sur la question, je sais pas. Bah, en soi, tout dépend. Là, on parle de data engineer, mais comme je disais, il y a pas longtemps, il n'y avait pas forcément de data engineer. Pourtant, il y avait quand même des trucs de data quality. Donc, je pense dans un projet data, ouais, je pense que ça revient au data, en tout cas, dans un projet data, le fait que en sortie, enfin, que toute la process, la pipeline soit de qualité, ça revient, ouais, ça pourrait revenir au data engineer, mais comme on dit, logique floue, donc tout Bah voilà, dépend. c'était là où je voulais en venir, tu m'as vu. Effectivement, c'est principalement data engineer. Et il y a plein de. Donc, dans le bouquin Data Quality Fundamentals, c'est des trucs que je reprendrai, je pense aussi, mais en gros, il y a toute une notion d'observabilité. Donc, par exemple, il y a un truc qui est génial, tu vois, ça va être de monitorer la quantité de données dans tes tables. Tu Ouais. vois, le nombre de rows, en fait. Parce que du coup, tu vas pouvoir voir, ah oui, le lundi, j'avais autant de lignes, le mardi, autant de lignes, mercredi, un peu moins, jeudi, un peu plus. Et vendredi, j'en avais zéro. Là, tu as un problème, en fait. Si tu ne le fais pas, bah, tu peux te retrouver avec bah, zéro ligne, en fait, sans le savoir. Parce qu'en fait, tu vas pas regarder le dashboard tous les jours. Et donc, tu peux passer, je sais pas, 6 mois, en fait, avec une table complètement vide. Et du coup, tu as tous tes clients qui voient des données vides. C'est arrivé, Il, hein. il y avait un truc qui était assez drôle quand on y repense, tu vois. C'était qu'il y avait du coup, dans mon équipe, on gérait pas mal de choses qui étaient en prod. Et il y avait un jour, on arrive et la base de données, on ne peut plus accéder à la base de données, quoi, la base de données client. Du coup, on se dit, c'est bizarre, quoi. En fait, tous les gens appellent en disant, bah ouais, les dashboards sont vides, etc. C'est bizarre. En fait, personne n'arrive à accéder à la base de données depuis les outils. C'est trop long, tout ça. Et on regarde, et la base de données, elle a un truc genre 25 milliards, 25 milliards de clients. On se dit bizarre. Et en fait, ça venait juste il y a un truc qui n'était pas vu en code review, qu'au lieu d'ajouter des clients à la base client, on ajoutait la base de données plus les nouveaux clients. Donc exponentiel, hop, très vite, bah, juste plus personne ne peut utiliser cette table-là, c'est trop long. Et alors que là, ce que tu dis assez facilement, ouais, c'est que bah, si tu vois que bah, tu ajoutes 100 000 personnes, et là, tu ajoutes, je sais pas, 2 millions, puis après 4, puis après 8, là, tu vois vite qu'il y a un problème quelque part, quoi. Et du coup, t'arrêtes d'ajouter plutôt que de te dire qu'à un moment donné, ça pète tout. Parce que si là, on s'était pas. Enfin, si à un moment donné, ça aurait pu être vraiment très très longtemps avant que quelqu'un s'en rende compte. Là, ça faisait déjà quand même du coup plusieurs jours pour qu'à chaque fois ça multiplie par deux et que ça devienne exponentiel. Mais ouais, c'est assez fou, quoi. Bah, c'est ça, tu vois. Et du coup, monitorer le volume de tes données, c'est quelque chose qui est. Tu vas me dire, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au tout début de l'informatique, on monitorait l'espace disque. Ouais. Après, t'as d'autres manières de te rendre compte. Tu peux aussi regarder ta facture Google ou GCP. Tu peux regarder.
Mais en fait, c'est vrai que voilà, avec par exemple des bases comme ouais, BigQuery, en fait, où t'es illimité en termes de storage, ou même Mhm. vu que les coûts liés au storage sont extrêmement bas, en fait, tu vas avoir une variation de peut-être $3, sauf qu'en fait, $3 dans BigQuery en termes de stockage, ce sera peut-être, je sais pas, 100 000 lignes en fait qui seront très petites. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un piège aussi dans la data, c'est que Mhm. comme on a des enfin, comme on a des disques durs qui sont hyper gros, etc., il y a des dashboards sur lesquels tu vas avoir des grosses variations qui seront pas visibles autrement que en regardant le nombre de lignes tout court, en fait. Donc Mhm. le volume. Bref. Ouais. En tout cas, voilà, il y a plein de trucs comme ça dans ce bouquin, et je sais plus ce que c'est la question. On en était où? La question, bah si on avait répondu à la question, c'était qui était responsable des données? Ah oui, alors, un truc intéressant aussi à dire, je pense, c'est que le data engineer, effectivement, c'est peut-être un des rôles les moins proches du business par rapport aux data analyst et aux data Scientist. scientist. Mais du coup, ça veut dire que c'est aussi un team play de la part du data analyst, du data scientist, que de pas forcément être dans une position victimaire en mode ouais, le data engineer, il a pas fourni la donnée de qualité, tu sais, genre voilà. Mhm. Je pense que c'est aussi une opportunité pour eux que de donner des inputs au data engineer, c'est-à-dire lui dire, OK, là, j'ai une colonne, les valeurs, elles sont entre 1 et 10. Je voudrais que ce soit tout le temps le cas, en fait. Parce que si jamais c'est 11 ou 200, en fait, ça n'a aucun sens. Donc, est-ce que, s'il te Mhm. plaît, tu pourrais me garantir sur le long terme que ce sera jamais enfin, que ce sera toujours entre 1 et 10? Mhm. Et là, du coup, tu dis, OK, bah, tu sais quoi, je vais mettre un coupe-circuit, en fait. Je vais mettre un Mhm. coupe-circuit et le jour où ça arrive, en fait, jamais dans ta base dans laquelle tu entraînes ton modèle, tu auras cette valeur-là. Tu auras peut-être des données moins fraîches, mais au moins, t'auras pas des erreurs aberrantes. Donc voilà. Non, Donc mais je suis c'est un peu d'accord. à tout le monde. Bah, C'est c'est un ça, peu la réponse de. parce que pour moi, un data scientist qui dit ah, c'est pas de ma faute, c'est les données d'entrée qui sont mauvaises, bon, enfin voilà quoi. À un moment donné, je veux dire, c'est un peu à Ouais, lui de se rendre compte aussi, quoi. ouais, mais du coup, enfin, je pense que c'est aussi à lui d'avoir une position proactive par rapport à ce Oui, truc-là et pas forcément. Enfin voilà, une position proactive en disant. Bah, aussi en faisant des propositions, tu vois, le data engineer ou le data ops. oui. Mhm. Data ops, je sais pas si je utilise trop de mots. Bon, data ops, on va dire que c'est tout ce qui va être en fait DevOps, mais lié à... Bref. Bah, son rôle, ça va être de mettre en place des trucs de monitoring, par exemple. Mais ça va être difficile, ça va être impossible pour lui de se rendre compte par lui-même qu'il y a des trucs qu'il faut monitorer. Enfin, quoi il faut monitorer, tu vois. Ouais, ouais, ça c'est normal. Et est-ce que tu penses qu'il y a une organisation qui permet de garantir une meilleure qualité de données? Une organisation, en fait, ouais, les questions sont liées. C'est-à-dire que moi, dans mes lectures et tout, c'est pas des trucs que j'ai vécu, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, je veux dire, le monde d'avant dans la data, c'était un gros data lake Ouais. avec tout et n'importe quoi. Et du coup, je sais même pas si j'ai besoin de développer. En gros, un data lake, c'est tellement gros que tu ne sais... En fait, du coup, c'est le fameux terme data swamp dans lequel enfin, ton data lake se transforme en data swamp. Du coup, tu ne sais plus ce que tu as dedans. Donc là, autant te dire que ta qualité, zéro. Enfin, parce que comme tu ne sais pas en tant que, en fait, on est des humains, hein, souvent, on a tendance à abstraire le fait qu'on soit des humains derrière, mais on est toujours des humains qui construisons des pipelines, qui construisons des dashboards, qui construisons des modèles, et donc on a besoin, en tant qu'humain, de comprendre les trucs pour éviter de faire n'importe quoi, parce qu'on peut vite faire n'importe quoi, prendre une colonne pour une autre, enfin, mal interpréter un truc. Et bah, du coup, logique data lake, data swamp, c'est une logique où globalement c'est la mort quoi. Enfin, tu peux rien, tu comprends plus rien. Au début tu comprends, mais quand les années passent et tout, les équipes se renouvellent, bah tu comprends plus rien. Et donc ce que je dirais, et ça rejoint, c'est mentionné justement dans Data Quality Fundamentals, dans des études de cas à la fin du bouquin, où Barre Moses elle nous dit, en fait il y a plusieurs étapes de maturité d'une entreprise, et en fait ce qu'il faut c'est toujours évoluer d'une façon, enfin en gros il faut évoluer de façon à ce que l'accountability soit toujours préservée au service de la alors qualité mais pas que, tu vois, au service aussi de la enfin en gros que au service du produit aussi. Alors c'est-à-dire que la logique Data Lake avec une grosse équipe Data Eng qui met à disposition toutes les colonnes, enfin toutes les tables, etc. de la boîte, elle a montré ses limites parce que le jour où tu as un ticket, en fait, les gens savent pas trop exactement ce qu'il faut faire, ça va pas être priorisé, etc. Autre alternative, c'est les fameuses équipes produits, c'est le data mesh.
l'organisation data mesh qui est de plus en plus populaire. Il y a des gens qui vont pas aimer le data mesh parce qu'ils vont dire ouais, mais ça n'a rien. Enfin, bref, il y a des gens qui vont pas aimer le data mesh. Le data mesh, peut-être petite parenthèse, Ouais. c'est la logique avec laquelle on va découper toute la data du data lake dans des petits warehouses, je sais pas trop comment les appeler, des petits lakes, ou enfin bref, en tout cas, faire en sorte que des équipes produits qui soient liées à un domaine en particulier, donc qui soient, par exemple, sur un magasin de retail, tu vas avoir l'équipe qui va gérer les commandes, tu vas avoir l'équipe qui va gérer les articles sur le site, tu vas avoir l'équipe qui va gérer... Ok, j'ai pas trop d'exemples, mais bref, voilà. Enfin, je pense que les gens vont comprendre. En gros, il y a des domaines, il y a des scopes de responsabilité à trouver. Tu peux découper tes trucs. Et en général, c'est comme ça que que tu scales. Encore une fois, ce qui est marrant, c'est que la software engineering, c'est ça qu'elle a remarqué, en fait, si tu veux, c'est que Mm. et on parle de monolithe. On ne parle pas forcément de data swamp, on parle de monolithe dans la software engineering, c'est-à-dire le fait que tu as un code qui à la base fait 10 000 lignes de code et à la fin il en fait 3 millions. Au bout d'un moment, quand tu es à 3 millions de lignes de code sur un seul projet, en fait, tu ne comprends plus rien. Il y en a Mm. de partout, tu comprends plus rien. Et donc, il y a cette notion de microservices. Donc, en gros, la plupart d'ailleurs, les gros Américains aussi font ça, hein, les Amazon, tu as, des équipes produits qui vont être assez petites finalement, mais qui vont avoir un scope très particulier. Par exemple, le service, je crois qu'il y a Kinesis dans Amazon, bah, ça va être une équipe, je sais pas, peut-être 5 personnes, tu vois. Ça paraît fou, mais en fait, ils connaissent tellement bien leur sujet, ils n'ont pas forcément besoin d'être plus, ils ont juste automatisé tout ce qu'ils avaient à faire, en fait. Mm. Donc Ouais, je recentre. Ouais, vas-y. parce qu'en fait, là, en fait, finalement, dans le truc data mesh, c'est que la partie émettrice des données, qui est responsable du coup de la documentation et de la qualité de données qu'ils émettent et qu'ils stockent, c'est pas un truc comme ça aussi? Bah, en fait, data mesh, la logique, c'est vraiment la logique de découpage versus, historiquement, ce que peut-être les gens ont en tête, c'est l'image du data lake, du data swamp. Mm. C'est le truc qu'on a envie de faire, c'est l'image du big data aussi. C'est pour ça aussi que le big data, ça a été un espèce de gros mythe. Et aujourd'hui, on en revient. Donc, c'est vrai que ça a été peut-être une première version que beaucoup d'entreprises ont implémentée. C'est un gros truc avec plein de données partout. Et après, c'est pas moi qui le dis, hein. Je veux dire, c'est par Ouais. Moses. Je veux dire, c'est la nana qui a interviewé 100 équipes data, enfin plus de 100 équipes data en fait. Et au final, voilà, ce qu'elle dit là, c'est sa conclusion après tous ces entretiens qualitatifs. Eh bien, quand tu as un gros truc, une grosse base dans laquelle tu fourres tout, tu fais de la big data. Donc, du coup, t'as le mot-clé, c'est cool. Mais malheureusement, tu perds la notion d'accountability, tu perds la Mm. notion de connaissance, métier. Tout devient abstrait parce que tu peux pas connaître le métier de tout quand c'est comme ça. Alors que, et c'est pour ça que les organisations, ta question c'était par rapport aux organisations de type data mesh, ou en tout cas qui se rapprochent de la philosophie data mesh, parce que data mesh c'est une philosophie, c'est la philosophie de dire maintenant on va faire des équipes produits, on va faire des équipes qui sont dédiées à un truc en particulier, et ça fait sens, hein, clairement. Mm. Et après tu vas avoir effectivement des équipes transverses qui vont pouvoir bah, du coup filer un coup de main pour homogénéiser tout ça, parce qu'après, il faut aussi, du point de vue d'entreprise, tu as envie que le truc soit homogène, tu as envie que tes produits se ressemblent, etc. Tout ça, c'est dans le data mesh. Mais en gros, l'idée, c'est Mm. que je pense que plus tu vas... Non, c'est pas plus tu vas. C'est le bon découpage avec le bon scope te permet une meilleure data quality. Voilà. Et attention au découpage trop petit, parce qu'après, du coup, c'est un enfer aussi. Ouais. C'est-à-dire que, eh oui, ça, je pense que ça peut être intéressant pour compléter la question. C'est que dans la software engineering, il y a eu un syndrome aussi. C'est-à-dire qu'à force de. Le terme microservice, Mm. le terme, il est sympa, tu vois, ça fait un peu buzzword. Du coup, tout le monde a voulu faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont trop découpé. Et en fait, quand tu as le monolithe, il a quand même un avantage. C'est que ta base de données qui va être monolithe, tout va être synchronisé. Tes ID, tu vas avoir tes clés étrangères qui vont matcher parfaitement, etc. Le moment où tu passes en microservice, tu vas scinder des bases en deux. Tu vas dire, par exemple, bah, ça, c'est la base user. Et donc, tu as le microservice qui gère juste les users, l'authentification. Et après, tu vas avoir le microservice qui va gérer les camions dans le retail. Et tous les objets de type camion, tous les véhicules, en fait. Mais du coup,
un véhicule peut avoir un conducteur et ce conducteur, c'est un user. Donc, il faut que je synchronise ma table user avec ma table, enfin, mon microservice authentification avec mon microservice camion. Et bah, le problème, c'est que du coup, comme c'est deux entités différentes, tu vas forcément communiquer comment? Avec du réseau. Le réseau, c'est dans l'ingénierie un des trucs les moins fiables qui existent. C'est très fiable, hein. On a des connexions qui sont très rapides, etc. On a des protocoles qui évitent les pertes de paquets, mais le réseau, ça reste quand même un des trucs les moins fiables qui existent. Et donc, tu vas avoir même des appels qui vont pas fonctionner parce que, en tant que développeur, tu es un humain, tu vas faire des erreurs. Donc, du coup, il va y avoir des données corrompues, des bases désynchronisées, etc., etc. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la logique microservice, elle a aussi un coût. Et il faut faire attention à pas non plus trop découper. J'ai failli dire plus c'est découpé, mieux c'est. En fait, non, c'est pas vraiment ça. C'est faut que le découpage corresponde à un truc humainement gérable, quoi. On arrive vers la fin de l'interview. Enfin, avant d'y arriver, j'ai une dernière question. C'est est-ce que du coup, tu as des tips un peu à recommander sur les personnes qui veulent s'intéresser à la data quality? Ouais, alors les tips, bah du coup, j'en ai donné quelques-uns, notamment, enfin les patterns que j'ai cités, donc les trucs les requêtes de diff. Je vous invite vraiment à en faire. Du coup, ce sera dans le bouquin, ce sera un gros truc, mais qu'est-ce que j'ai cité aussi? Compter les nombres de lignes aussi. Et ça. Les nombres de lignes? Le nombre de lignes aussi, c'est pour être sûr que la data Ah oui, la quality. volumétrie. Ouais, la Ouais. volumétrie. Ouais, la volumétrie. Ouais, ça. En fait, dans le software engineering, il y a un gros sujet. Si tu regardes enfin, il y a beaucoup de design patterns, il y a beaucoup de littérature, ou même des gros livres de référence, tu vois, comme par exemple, il y a un bouquin qui s'appelle Clean Code. Hmm. C'est un gros titre, tu vois. Clean Code, c'est assez. Ou alors The Pragmatic Programmer, c'est les livres les plus cités. Bah, en fait, tu remarques qu'il y a beaucoup de contenu dans ces bouquins-là qui vont être orientés vers le découpage de ce que tu fais. C'est-à-dire, ouais, en gros, où est-ce que tu mets la responsabilité de telle chose ou telle chose. Ça c'est un gros pilier, en fait, de la. Alors, c'est marrant parce que c'est pas vraiment de la qualité, ça. Ça, c'est plus de l'organisation. Mais Hmm. en fait, la thèse la théorie que je vais soutenir c'est qu'en fait, la data qualité, en fait, c'est pas genre, j'écris mon code un peu n'importe comment, un peu au hasard, et je peux prétendre avoir une bonne qualité. Non, en fait, la data quality, les problèmes de données, les problèmes de qualité, pardon, tu vas en avoir, c'est sûr. La question, c'est le jour où tu en as, comment tu es capable de les détecter, à quelle vitesse tu es capable de les corriger. Quand tu les corriges, est-ce que tu vas créer des effets de bord, etc., etc. En fait, c'est ça les vrais enjeux. Hmm. Et donc, si tu organises tes choses de façon intelligente, on va dire, bah, tu auras plus de facilité à rebondir sur tes pattes, ou à détecter les problèmes, ou à pas en créer. Enfin, Ouais. voilà. Et donc, tu vas avoir des trucs du genre le Single Responsibility Principle, le SRP. Ça, c'est un gros truc. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, tu as une tâche SQL ou dans ta pipeline, tu vas avoir plusieurs tâches. Tu as une tâche SQL qui est censée avoir voilà, en fait, une responsabilité, pas forcément plus. Donc ouais, le découpage, là comme ça, bon, je pense que j'en ai donné quelques-uns. Attends, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre aussi? Mince. Bon, j'en ai Non, mais donné déjà, quelques-uns. ouais, déjà, il y a déjà eu pas mal. Et là, par contre, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite travailler dans des projets data? Là, du coup, tu es là depuis un an dans les projets data. C'est quelqu'un qui se dit, ah tiens, j'ai envie de travailler dans un projet data, qui soit data engineer, data scientist, data analyst, etc. De ce que tu peux voir, c'est quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là? Ah, j'avoue, c'est quand même vague enfin vaste comme question. Tu penses à un profil Non, non, après, la réponse, enfin, là, l'idée, c'est, voilà, imaginons, je suis quelqu'un qui dit, ouais, je sais pas, j'ai envie de travailler dans la data, que ce soit data engineer, data scientist, je suis pas encore fixé. Qu'est-ce que tu pourrais me donner Ah, comme quelqu'un qui conseil? voudrait travailler, qui est pas encore dedans. Ouais, là, ça, qui Ok. voudrait se lancer, qui voulait travailler dedans. S'il a de l'expérience dans la tech, bah let's go en fait. Je pense enfin en tout cas moi je me suis éclaté là-dedans. Alors qu'à la base je pensais pas du tout, tu vois. Justement je voyais un peu la data comme un espèce de domaine qui n'était pas le mien et que j'allais pas m'y intéresser. Donc je pense que il y a aucun problème. Par contre ce qui va lui manquer à cette personne c'est toute la connaissance, toute la gouvernance autour de la data en fait. Et c'est pour ça que je reviens sur les réponses que j'avais eues à l'EuroPython là de tous les gens qui j'ai posé la question. Comment tu recrutes un data engineer? Réponse, un software engineer qui s'intéresse à la data. En fait, si vous travaillez déjà dans la tech, mais pas dans la data,
Bah, en fait, intéressez-vous à la gouvernance. Enfin, je pense que c'est ça le truc. Et d'ailleurs, en fait, même si tu es encore étudiant ou t'as pas encore, tu te reconvertis ou je sais pas quoi, la gouvernance dans la data, genre qui est censé avoir quel rôle, comprendre ce que c'est qu'un data analyst, un data scientist, tout ça, en fait, tous ces trucs-là, ça sera utile au quotidien. Comment est-ce qu'on... Ouais, en fait, ça, c'est des gros morceaux. Et sinon, si t'as pas ça, c'est difficile quand tu rentres dedans de t'y retrouver. Est-ce que tu as un livre, du coup, que tu conseilles souvent? Là, on va se mettre plutôt sur, du coup, data quality. Je t'en as parlé un avant, Data Quality mais Fundamentals, et ouais. après, ouais, après, il y en a peut-être un autre aussi qui est intéressant, c'est pareil, édition Aurélie. Aurélie, c'est vraiment des gros trucs. Fundamentals of Data Engineering. Ok. Gros truc, super. Il est un peu abstrait, il est un peu difficile à lire, mais il y a des bonnes pépites dedans aussi. Voilà. De toute façon, vous pouvez les retrouver, du coup, en description, les liens directement en description. Est-ce que tu as une citation, un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ou un truc qui te drive un peu tous les jours? Ouais, mais une citation. En fait, quand tous mes collègues, là, à chaque fois qu'il y a une... Parce qu'en fait, bah, forcément, dans les projets tech, il y a toujours des galères, il y a toujours des... Chaque fois que je pointais du doigt une galère, j'avais toujours la réponse, c'était bienvenue dans la data. Voilà. Bon, c'est marrant. Il y a aussi un autre truc qui me revient à l'esprit, là, c'est bah, du coup l'autrice de Data Quality Fundamentals. Euh, la citation, c'est notre data est 100% fiable, said no one ever, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu. Enfin, je me tire une balle dans le pied parce que du coup, je parle de data quality, mais en fait, voilà, même Madame Data Quality, même elle, en fait, elle avoue que c'est impossible. Donc à partir de là, la question, c'est comment tu évites d'avoir le plus de problèmes possible. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que tu peux jamais être sûr qu'à 100% que tes données soient pas fiables. Mais dans ce cas-là, faut pas se dire, bon, bah, du coup, tant pis. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, un peu, enfin, t'as toujours un risque, un peu manager ce risque-là pour qu'il soit le plus faible possible, quoi. Exactement. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est quand même important parce que la data quality, tu peux vite t'y perdre. Tu peux vite. Enfin, tu vois, c'est un espèce de sujet où il y a tellement de checks que tu peux faire, de tests automatisés que tu peux mettre en place pour vérifier que tu es toujours dans les bonnes conditions. La vérité, c'est que tu pourras jamais éviter des cas, ce qu'elle appelle des unknown unknowns, enfin des Inconnu, inconnus inconnu. inconnus. Voilà. Ouais, C'est un terme qui te parle? ouais, il y a les inconnus inconnus et t'as les inconnus connus. Bon, bah voilà, les inconnus inconnus, tu pourras jamais les éviter. Donc, parce que cette citation, c'est ça qu'elle implique aussi. Et donc, du coup, ça va plutôt être les logiques 80-20, tu sais, enfin, le Ouais, le classique. Pareto, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire à 20% de ton temps qui va t'éviter 80% de ton... C'est le problème, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de stats, on arrive sur la fin, là, c'est ça? Ouais, Il y a un chiffre que j'ai pas donné, mais qui je pense c'est important. C'est, pareil, toujours dans le même livre, hein. 100 équipes data interviewées, plus de 100 équipes data interviewées, entretien qualitatif, des stats, enfin des, voilà. Conclusion, les équipes data passent à peu près 40% de leur temps en moyenne, hein, sur les problèmes de data quality. ouais, ça m'étonne C'est pas, ouf, hein. hein? Non, ça 40, m'étonne pas. mais 40% de leur temps. Ouais, 40%. Donc en fait, et du coup, bah, réaction à ça, dans son bouquin, elle dit, si tu arrives à trouver une solution qui résout ce problème dans ton business, bah en fait, tu te mets bien, quoi. mhm. Parce que derrière, tu peux faire de la data, enfin, tu peux tracer, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, carrément. Et, est-ce que là, du coup, là, c'est un peu le dernier moment, c'est un peu ton moment. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes là qui nous écoutent? Yes, on va s'écarter un peu du sujet data quality. Euh, et moi, ce que je trouve, les gens dans la tech, ce qui gagnerait beaucoup à faire, ce qui va beaucoup les faire progresser, c'est de se, de réussir à sortir de leurs œillères tech et d'avoir plutôt une vision product slash business. Je vois que tu hoches la tête, donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Je pense vraiment, j'ai fait un post sur LinkedIn il y a pas longtemps et du coup les gens étaient pas du tout d'accord. Enfin, il y a un premier commentaire qui s'est pris plein de likes parce que les gens étaient pas du tout d'accord. Et en gros, moi ce que je prétends, c'est que si tu es capable de faire des trucs de ouf du point de vue technique, là je m'adresse aux ceux qui font des trucs, genre ils font des trucs de ouf, tu vois. Genre vraiment, c'est la personne de référence dans l'entreprise. Bah, ok, c'est très bien. Tu as probablement un niveau confirmé, senior, expert, ce que tu veux.
Et moi, ce que je prétends, c'est que c'est encore plus rare les gens qui sont capables de questionner ce qu'ils font par rapport aux intérêts business. Et du coup, ça te sort de cette logique d'inflation technologique ou de technologique plus plus, et tu te places dans une posture où tu vas vraiment apporter une valeur qui sera beaucoup moins coûteuse en énergie pour toi, pour l'équipe, pour tout ça, mais beaucoup plus pour ton product manager ou pour l'entreprise, en fait. Voilà. Ah ouais, je suis assez d'accord parce qu'en data science, on a quand même, après on est quand même un peu plus proche du métier. Mais si tu comprends bien, par exemple, un problème, en fait, les gens ils veulent un modèle pour faire telle chose, mais si tu comprends bien le problème, en fait, il y a plein d'autres endroits où tu peux intervenir et où le modèle soit bien plus performant, ou si tu comprends mieux le problème, etc. Et si tu comprends mieux le côté business, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu te dis, ah bah ouais, si tu comprends mieux ça, il y a peut-être d'autres données externes que tu peux prendre. Il y a peut-être d'autres données qu'on t'a pas fournies à la base, mais que tu peux aller chercher. Et dans le côté un peu data science, je pense que c'est ultra important de bien comprendre le problème parce que sinon, autant faire de l'auto-ML, quoi. Enfin, je dirais, enfin, si tu comprends rien du contexte et que tu veux juste faire tourner des modèles, tu peux faire de l'auto-ML, tu peux remplacer un auto-ML par un data scientist, enfin, je vais un peu loin, tu vois. Mais si Ouais, c'était ouais, mais exprès, c'est exprès pour tendre le truc, mais c'est que si en tant que data scientist, il faut t'intéresser au domaine, et c'est pour ça que quelqu'un à data scientist égale une personne qui a travaillé pendant, par exemple, 10 ans dans différents dans le même secteur, mais dans différentes entreprises, par exemple du retail, etc., va bien mieux comprendre la problématique, et en fonction de la problématique, peut-être utiliser d'autres techniques, etc. Enfin, c'est ultra important de bien comprendre un peu le produit, ce qu'on essaye de faire et la finalité en fait de ce que tu essayes de faire. Tu n'es pas là juste pour entraîner un modèle, tu es là pour euh, créer un modèle qui va avoir une certaine importance dans un produit, tu vois. et du coup, le corollaire de ça, c'est que, en fait, il y a des moments où effectivement il faut tracer, il y a des moments où il faut être un peu dans sa bulle et juste produire, parce que, en fait, c'est à la base ton taf, c'est le fameux 20% de data science noble, créer des modèles, faire des stats hyper poussées, je sais pas quoi. Ok. Et après, il y a d'autres moments aussi où il faut être capable d'aller parler avec des gens, parce qu'en fait, la notion de ROI, de business, etc., en général, c'est pas toi qui l'as. En général, c'est les gens qui sont proches des users, ou c'est les users eux-mêmes d'ailleurs. Parler avec les users, je pense que ça a de la vraie valeur en tant que développeur, en tant que tech. Parler, même en fait, tu vois, par exemple, en tant que data engineer, mais en fait, quelque part, mes users, ça peut être considéré comme les data scientists, tu vois. Mm. Du coup, parfois, parler avec le data scientist, ça peut être intéressant parce que du coup, je peux dire, attends, mais là, tu vois, je suis en train de faire une tâche où je dois optimiser de ouf ce truc-là. Est-ce que, en fait, ce que tu voudrais, ce serait pas plutôt ça? Et du coup, je pourrais, moi, passer que 1 heure sur cette tâche. Et en fait, toi, tu aurais un truc équivalent. Mm. Ouais. Plutôt que de passer la semaine dessus et à la fin de la semaine, du coup, le data scientist, il va ronchonner parce qu'il sait pas ce qu'il a eu, etc. Donc, tous ces petits gestes, ça, c'est des trucs que je fais beaucoup aussi et je remarque, enfin, les gens, ils adorent en fait. Déjà, les gens, ils aiment bien quand tu vas leur parler parce que tu seras quasiment le seul en fait à le faire. Tous les gens à l'époque, quand j'étais software engineer, c'était les gens du support que j'aimais bien aller voir, tu vois. Je passais une bonne partie de mon temps à l'étage du support et en fait, j'étais le seul. Parce que les gens, ils aimaient pas les gens du support. Tu vois, c'était des services différents, il y avait une espèce de guéguerre entre Mm. les services et tout. Et je pense que c'est un peu pareil dans la data avec les data scientists et les enfin, et les product managers ou je sais pas quoi. Enfin, toi, je pense qu'il y a un peu des services qui sont en guéguerre, un peu dans toutes les entreprises. Être capable en tant que tech. Ah oui, parce en tant que tech, on est aussi très stigmatisé, hein. Des fois, j'entends des discussions je vois que tu rigoles, Ouais, non, mais à la c'est tout le machine à temps. café. Les gens disent ah non, mais les développeurs, c'est vraiment un spécimen particulier, hein. Ah non, ouais. Ou genre, ah là là, ils savent pas communiquer et tout, alors qu'en vrai, c'est. Enfin, je veux dire, faut pas faire une généralité non plus, quoi. Bah ouais, mais tu vois, le problème c'est que si les gens le font pas, on peut pas non plus leur donner tort, quoi. Donc voilà. Ouais, Moi, si je sais plus ce que c'est la question, c'était un message que je veux faire passer, c'est ça que je veux faire passer comme message. C'est en gros discuter entre vous, même, tu vois, des fois, quand tu es absolument sûr de ce que tu dois produire, parce que ça a été décrit dans une carte de Jira ou je sais pas quoi, tu vas quand même discuter avec la personne juste pour t'assurer que c'est bien ça que tu as compris. Peut-être qu'une fois sur deux, ce sera juste, la personne te dira oui à tout et tu n'auras appris rien. Mais une fois sur deux, tu vas apprendre des choses et tu vas pouvoir adapter. Et aussi, un truc qui est important dans la construction de systèmes, d'industrialisation, etc., et je pense que ça va parler aux data scientists aussi, c'est que des fois, pour implémenter quelque chose, tu as plusieurs solutions. Et du coup, tu vas... Alors, comme on a appris qu'il fallait généraliser les cas, qu'il fallait scale, ou je sais pas quoi,
Du coup, les gens, ils vont se dire, ah, il faut que je généralise mon cas, tu vois. Là, il faut que j'ai un cas générique. Mais ça se trouve, en parlant avec la personne du business, tu vas te rendre compte que ce cas-là, il scalera jamais, en fait. Tu seras Hmm. toujours dans un cas où tu seras, où tu auras peut-être deux cas et jamais n. Et du coup, si tu es dans un cas où Hmm. tu as jamais, où tu deux cas et jamais n, bah, peut-être que ce que tu peux faire, c'est dupliquer ton code. Là, les gens, ils vont pas être d'accord parce que je vais dire dupliquer du code. Tu vas juste copier-coller ton code, K1, K2. Mais dans la vraie vie, tu n'auras jamais n cas, en fait. Si tu as n cas, tu as besoin d'une boucle for. Hmm. Et en fait, juste copier-coller ton code, bah, la maintenance, elle sera pas forcément plus compliquée parce qu'il y aura juste deux cas, il n'y aura jamais n. C'est gravé dans le marbre qu'il n'y aura jamais n. Ça, tu peux le Hmm. savoir que en parlant avec les gens. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou par exemple, en analyse, des fois, où on te dit, tu dis, ah, faut que ce soit générique et tout, et les gens disent, ah bah non, moi j'ai besoin de qu'une fois de m'assurer de ça, et Voilà. j'ai pas envie de m'en assurer, du coup, ça sert à rien de faire un truc qui va tourner, machin, tout le temps, etc., dans le temps, et c'est tout. Non, non, j'ai besoin juste une analyse, de savoir là, à l'instant T, parce qu'on a changé de je sais pas quoi dans le process. Mais après, j'ai plus besoin de le faire, j'ai besoin de savoir là, de m'assurer à tel moment que ça, c'est bon, et après, c'est tout, quoi. Donc, ouais, et après, c'est le même genre de choses. Bah, content que tu sois en phase. Voilà. Oui, bah, de toute façon, enfin, faut jamais, il n'y a jamais une façon de faire et il faut toujours s'adapter à la problématique, quoi. C'est parce que d'être généralisé, finalement, des fois, ça demande énormément de temps, du coup, de réflexion, de code en plus. Et si c'est pas nécessaire, bah, du coup, c'est pas nécessaire, quoi. Moi, j'ai toujours un peu senti ce truc de quick win. C'est un peu, si tu as tout le contexte, tu peux essayer de choisir, du coup, la manière la plus rapide, efficiente de résoudre bien un problème. Après, je dis pas de faire des trucs à moitié. Qui sont pas scalables. Enfin, tout dépend du contexte, quoi. Mais si Oui, mais c'est pas le cas, si il n'y a pas besoin de scaler, bah, il n'y a pas besoin de perdre de l'énergie à faire en sorte que ce soit scalable un jour, quoi. exactement, exactement. Et le truc, c'est que quand tu es dans le flou par rapport au futur, tu vois, par exemple, un produit, il va avoir une roadmap, il va avoir des Hmm. directions dans lesquelles le product manager va va vouloir faire aller le produit, genre. Et ben, il y a des fois des dilemmes du genre, est-ce que je suis censé faire ça bien parce que dans tout le trimestre qui va arriver là, je vais devoir reprendre ce code, je vais devoir faire des modifs toutes les semaines dessus. Dans ce cas, j'ai intérêt, pour mon propre intérêt à moi, pour ma propre productivité à moi, de le rendre générique. Autre possibilité, ce truc-là, c'est un truc isolé, c'est un truc legacy, c'est un truc ce que tu veux. Ou alors, j'ai pas assez d'infos aujourd'hui, genre cas indéterminé. Bah, du coup, si c'est cas indéterminé par rapport au futur, autant le faire pas crado, mais pas optimisé en fait. Parce que derrière, c'est ton propre temps à toi que tu vas optimiser. Hmm. Ouais, je pense à chaque fois essayer de réfléchir, se poser, se dire, bah, voilà, pour capter le max d'infos, de se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, à quoi ça va servir, comment ça doit être maintenu dans le temps, des choses comme ça. Voilà, et ça, c'est la vision business. Ouais, Pour terminer. ouais. Enfin, je crois qu'on est sur la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, non, ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ah bah, du coup, on arrive vraiment à la fin. Bah, merci Jean-Baptiste d'être là et d'avoir pu discuter. C'était super intéressant et je pense que ça va être super intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent. Bah, content d'avoir fait cet épisode avec toi. Trop bien, trop content d'être là. Merci de m'avoir invité toi aussi. Et à bientôt sur LinkedIn si les gens sont chauds. Et effectivement, ouais, vas-y. Du coup, c'est vrai que j'ai totalement oublié. Du coup, les gens ils peuvent te retrouver du coup sur LinkedIn. Il y a d'autres parts où tu veux qu'ils se retrouvent. LinkedIn. Ok, J'ai pas de top. compte Twitter, j'ai pas de compte X. D'accord. Bah, du coup, je mettrai ton LinkedIn du coup dans la description. Trop Euh, bien. Après, les gens, je pense, avec le titre et la miniature, tout ça, ils pourront te retrouver. Mais voilà, au pire, je le mets dans la description. Merci à toi, ciao à tout le monde. Ciao.